Vaudou, marabout, ruse, mythologie africaine et une générosité sans limite. Voilà les mots qui me semblent les plus justes pour décrire la vie fascinante de Ouangra, le Robin des bois africains. Je vous invite dans un voyage à travers le temps, au début du XXe siècle, pour découvrir l'histoire incroyable mais vraie d'un Malien hors du commun. Grâce à son intelligence exceptionnelle et une maîtrise du mysticisme, il a réussi à bâtir une immense fortune à une époque où les Africains, qualifiés d'indigènes par les colons, vivaient sous le joug colonial. Son génie était tel qu'il suscitait l'admiration même des administrateurs français, souvent dépassés par son esprit vif et ses stratagèmes ingénieux. Mais Ouangra n'était pas qu'un homme rusé et controversé. Malgré ses pratiques parfois sombres, il se démarquait par une générosité extraordinaire. Véritable héros du peuple, il redistribuait sa richesse à ceux dans le besoin, devenant une figure adorée et respectée et un véritable Robin des bois de son époque. Cette histoire est bien plus qu'un simple récit. C'est une histoire qui est une porte d'entrée vers la richesse de la culture africaine, ses mythes et ses réalités. Elle offre un regard authentique sur une Afrique d'il y a 100 ans, pleine de mystères et de complexité. Si vous êtes africain, curieux de votre histoire ou simplement passionné par les récits captivants, ce livre est incontournable. Partagez cet épisode massivement autour de vous, car le livre qui contient ce récit mérite d'être connu et célébré par tous. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. En regardant les statistiques de ce podcast, je me rends compte que plus de 80% de mes auditeurs sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes écoutent plus d'un épisode, mais malgré ça, ils ne s'abonnent pas. Et ils ne laissent pas d'étoiles sur Spotify non plus. En fait, ces épisodes prennent énormément de temps à faire, en passant par la recherche, la lecture et le montage des épisodes. Et ils sont 100% gratuits, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez, s'il vous plaît, laissez une note de 5 étoiles ou un petit pouce bleu ou un like ou je sais pas, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez en ce moment. Déjà, ça me motive à faire d'autres épisodes et en plus, ça permettra à l'algorithme de proposer ce podcast à un maximum de personnes. Merci. La naissance et l'initiation de Ouangra. Ce livre est le fruit d'une promesse faite à un homme que je connus en 1912. J'étais écolier et n'avais que 12 ans. Lui était interprète pour un grand commandant de cercle de mon pays. Il se prit d'amitié pour moi pour 2 raisons. En premier lieu, parce qu'il était très lié avec mon oncle maternel, Amadou Paté, et en second lieu à cause du grand nombre de contes que je lui rapportais sur sa demande. Ces récits, je les avais moi-même appris de Koulel, qui était à l'époque le plus grand conteur traditionnel de la boucle du Niger. Koulel vivait à la cour de mon père adoptif Tidjani Amadou Ali, chef de la province de Louta, avant la déchéance politique des tout-couleurs de Badiagara, due à l'occupation française. 15 ans plus tard, je retrouvais le héros de ce livre. Il avait démissionné de ses fonctions d'interprète et s'était installé comme commerçant, se trouvant à la tête d'un capital fabuleux à l'époque pour un Africain. Voici les circonstances dans lesquelles il me fut donné de le retrouver. Un commerçant européen ayant été assassiné à Diosola, en l'absence de tout héritier, l'administration et la liquidation de ses biens et immeubles furent confiés au bureau de la curatelle et bien vacant, où je travaillais alors. Mon patron et moi nous rendîmes dans cette ville où je fus reçu et hébergé par cet ami de mon oncle qui, conformément à la tradition malienne, me considérait comme son propre neveu et me traitait comme tel. J'étais très heureux de le retrouver, et lui aussi. Se souvenant du jeune conteur que j'avais été, il éprouva le besoin de me faire en détail le récit de sa vie aventureuse et orageuse. Aussi, un jour s'approchant de moi, il me dit « Mon ami Koulel, autrefois, tu savais bien compter. Maintenant que tu sais écrire, tu vas noter ce que je conterai de ma vie. Et lorsque je ne serai plus de ce monde, tu en feras un livre
qui non seulement divertira les hommes, mais leur servira d'enseignement. Je te demande expressément de ne pas mentionner mon vrai nom, afin d'éviter à mes parents tout risque de complexe de supériorité ou d'infériorité. Tu utiliseras l'un de mes noms d'emprunt, celui que j'affectionne le plus, Wangra. Voilà le début du livre qu'on va couvrir aujourd'hui. Le titre du livre, c'est L'étrange destin de Wangra par Amadou Hampâté-Bâ. C'est un Malien et c'est basé sur une histoire 100% vraie. Ce que vous allez entendre, je vous parie que vous n'êtes pas prêts. Si vous êtes africain, ouais, bon, ça passe parce que ça parle beaucoup de mythes qu'on a connus dans notre enfance. Mais si vous n'avez pas vraiment vécu en Afrique, vous n'êtes pas prêts. Et retenez bien, Wangra, c'est un nom d'emprunt. On va l'utiliser beaucoup. C'est pas son vrai nom. Et j'ai essayé de regarder qui il était vraiment sur Google, mais sans succès. Mais bon, je vous conseille d'acheter le livre. Je vous conseille vivement d'acheter ce livre. Vous allez rentrer, comme je l'ai dit au début, dans l'histoire africaine, les mythes et la sorcellerie, genre le vrai vaudou et tout et tout. Et bref, achetez-le. Plein d'enseignements. Et aussi tous ceux qui aiment les mythes et les histoires d'Africains qui ont réussi, comment est-ce qu'ils ont réussi et comment ils sont partis de rien pour devenir des grands hommes ou les grandes femmes qu'ils sont. Je vous conseille d'écouter l'épisode 23 de mon podcast à propos de Jean-Samuel Ntchongwen, un Camerounais qui a aussi une grosse fortune et qui a accumulé beaucoup d'argent à l'époque coloniale. Mais lui, il n'a pas usé du mysticisme. Du moins, c'est pas dans son histoire du tout. Celui-ci, lui, il est très particulier. Au Cameroun, on appelle le famla, ailleurs on dit le vaudou, ailleurs on dit la sorcellerie. Bref, vous verrez bien. Et utilisez mon lien pour acheter le livre, s'il vous plaît. J'oublie. Utilisez mon lien, parce que si vous utilisez mon lien, vous allez aider le podcast en même temps. S'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien du tout. Rien. Vous cliquez juste et puis vous l'utilisez. Et le lien est dans la description de l'épisode, s'il vous plaît. Merci. D'habitude, je n'aime pas couvrir la naissance et tout, la genèse des entrepreneurs sur le podcast. Mais là, c'est tellement intéressant que je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc, Wangra fut élevé en bon fils Bambara. Il se promenait nu, portant en bandoulière un petit sac en bande de coton. Il portait suspendu à son cou une flûte taillée dans un morceau de bois sculpté. Au gré de ses vagabondages, il apprit à monter à cheval, à chasser à l'arc, à piéger les oiseaux et autres petites bêtes. Il aidait son père à labourer son champ. Il puisait de l'eau pour sa mère. Il ne revenait jamais bredouille de la brousse et ramenait toujours quelque chose pour sa mère. Le moins qu'il pouvait lui offrir était un fagot de bois ou une charge de tiges de mil pour sa cuisine. Nulle intimité ne régnait entre le père et l'enfant. Le père de Wangra lui inspirait une grande peur. En sa présence, il perdait tous ses moyens et ne savait même plus reconnaître les objets qu'on lui présentait. Il considérait cependant son père comme l'homme le plus fort de la terre et était fier de se dire qu'un jour il serait aussi fort que lui. Wangra fut d'abord initié au petit dieu des garçons, non circoncis, Thieblénin Ntomo, puis à son adolescence, Ntomo Ntori. Ça, c'est un vrai papa africain. Il ne rit pas avec son enfant. Et déjà, la première mention d'une déité africaine, Ntomo Tori et Nthieblénin Ntomo. Bon, je pense que ça, les Maliens qui m'écouteront sauront sûrement de qui il s'agit. Bref. Il termina ses études dans les meilleurs délais et obtint son certificat d'études primaires indigènes. C'était alors le plus haut diplôme qu'un autochtone des colonies françaises était autorisé à acquérir. Ce parchemin, dont un coin était barré de 3 couleurs de la France, était la clé miraculeuse. Un sésame, ouvre-toi. En effet, les indigènes certifiés étaient les cadres subalternes de l'administration civile. Ils pouvaient devenir moniteurs de l'enseignement primaire indigène, commis de bureau, c'est-à-dire secrétaires chargés de recopier les correspondances et de les expédier, télégraphistes, infirmiers, etc. Wangra fut nommé moniteur, fonction réservée aux élèves les plus méritants, et sortit major de sa promotion. Il exerça ses fonctions durant 2 ans, à la plus grande satisfaction de ses supérieurs, et notamment à l'inspecteur de l'enseignement. Pour le récompenser,
on lui chargea de créer et diriger une école à Diagaramba, capitale de Namassi, pays que les Français avaient repris aux chefs autochtones en 1893. Et il y a un passage qu'il faut retenir. À la fin de ses initiations, il choisit le dieu Ngongoloma Souke. Et il devait marcher avec une pierre partout où il dort, où il pose sa tête pour dormir. C'était un rituel sacré. Et il ne devait en aucun cas s'en séparer. Et bref, c'est important que je mentionne tout ça parce que ça vous permettra un peu de mieux connaître la suite de l'histoire, quoi. De mieux comprendre, pardon, autant pour moi, mieux comprendre la suite de l'histoire. Dans la mythologie Bambara, Ngongoloma Souke était un dieu fabuleux, que l'eau ne pouvait mouiller, ni le soleil dessécher. Le sel ne pouvait le saler, le savon ne pouvait le rendre propre. Mou comme un mollusque, pourtant aucun métal tranchant ne pouvait le couper. Les éléments n'avaient aucune prise sur lui. Il n'avait jamais ni chaud ni froid. Il ne dormait que d'un œil. Pour cette raison, la nuit avait peur de lui et le jour s'en méfiait. Il épousa simultanément l'aurore et le crépuscule. Il fit bénir son union par Ngosson, le scorpion, l'un des plus vieux patriarches de notre terre. Pour le soleil, Ngongoloma Souke était lunaire et pour la lune, il était solaire. Il profita de cette confusion pour instaurer entre les deux astres une dissension symbolisée par Nkolomina, l'éclipse méfait dont il accusa le chat d'être coupable. Dans les traditions africaines, l'éclipse est causée par un chat. Du coup, ici on dit que le dieu Ngongoloma Souke a accusé un chat d'avoir fait en sorte que l'éclipse, le phénomène de l'éclipse se produise. Mais en fait, c'était Ngongoloma Souke qui a créé le phénomène de l'éclipse. Bref. Et du coup, c'est la déité que Wangrin a choisi d'adopter. Et du coup, toujours est-il qu'il choisit Ngongoloma Souke pour l'un de ses dieux patrons. Écoutons-le conter son intronisation. Quand je décidais de me mettre sous la protection de Ngongoloma Souke, je me procurais un poulet aux plumes mélangées de blanc et de noir. J'invoquais l'esprit du dieu et me proposais à son patronage. J'avais appris la formule sacramentale appropriée. Je devais la réciter et sectionner la gorge de mon poulet, puis laisser couler son sang sur une pierre symbolisant la demeure du dieu. Je devais ensuite abandonner le poulet avant qu'il n'expirât dans mes mains. Après avoir ainsi procédé, j'abandonnai l'oiseau qui lutta contre la mort en faisant des bonds en l'air. Mon cœur battait fort. Je suais à grosses gouttes de peur d'être refusé par le dieu. Quelle ne fut pas ma joie quand mon poulet retomba pour la dernière fois sur le dos, aile ouverte et pattes en l'air. C'était le signe que Ngongoloma Souke m'adoptait. J'étais rituellement devenu son protégé. Et donc voilà la déité africaine sur laquelle Wangrin va baser son espoir, sa protection dans tout ce qu'il va faire. Et il croit fermement en cette déité-là, et strictement. C'est le truc qui m'a marqué le plus dans ce livre. Les déités africaines et la mythologie des traditions d'Afrique de l'Ouest. En fait, les dieux auxquels il croyait, tout ça, je n'avais jamais vu ça ailleurs. J'aurais aimé qu'il y ait plus de personnes de cette époque-là, genre le 20e, le 19e siècle, qui vivaient en Afrique, qui prit le temps de noter ces histoires et ce qui se passait à l'époque-là pour qu'on puisse les lire. Si vous m'écoutez et que vous connaissez un livre qui en parle, s'il vous plaît, mettez ça en commentaire. Et il faut aussi noter, dans ce que j'ai lu jusqu'à présent, que Wangrin était très intelligent et très doué pour les études. Et comme je l'ai mis, il était major de sa promotion, il était super doué. Et le passage que je vous ai lu à propos de son école, là, il y a un truc qui est très pertinent. En 1893, le niveau scolaire qu'il fallait pour être parmi l'élite, c'était l'école primaire. Ceux de la nouvelle génération comme moi, retenez ça. Aujourd'hui, avec un doctorat, c'est à peine si tu trouves un boulot. Je me demande comment ça sera. Je pense que les diplômes n'ont plus vraiment de valeur. J'écoutais plein d'entrepreneurs qui disaient que l'école ne sert à rien. Que ça ne sert absolument à rien. Que les diplômes n'ont plus de valeur.
Et le monde change, ça change beaucoup. Et il y a un autre truc qui m'a marqué dans le livre, c'est la valeur de l'argent. Vous allez m'entendre lire des chapitres où on parle de quelqu'un qui a fait des miracles avec 100 francs. 100 francs CFA d'Afrique de l'Ouest. Moi, je viens d'Afrique centrale. Et je pense que le franc CFA dans les deux zones, c'est la même chose, je crois. Du moins, ça a la même valeur. Mais les choses qu'il faisait à l'époque avec 100 francs, c'est fou. C'est un peu comme si tu faisais les mêmes choses avec, je sais pas, 500 000 francs aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait un billet de 100 francs. Aujourd'hui, c'est une pièce de 100 francs. À l'époque, il y avait les billets de 100 francs CFA. Bref, on continue. Wangrand l'interprète. Un autre truc avant d'attaquer cette partie, vous savez qu'à l'époque coloniale, le Saint Graal pour une personne native d'Afrique, il les appelait les indigènes à l'époque. Le Saint Graal était de savoir parler français. Parce que quand tu parles français, tu t'attires les faveurs des Français, les colons qui viennent. Et aussi, tu parles naturellement les langues locales, la langue locale, au moins une langue locale, ce qui fait que tu peux jouer sur les deux côtés. Tu peux t'attirer les faveurs des Français et aussi les faveurs des rois africains de l'époque qui, eux, ne parlaient pas français. C'est à partir de là qu'il va se positionner pour bâtir sa richesse. Et à l'époque, la fonction d'interprète, parce que, bon, comment ça se passait? Ça se passait que l'État français envoyait des commandants de cercle dans une ville. Tu vas dans un pays, tu as un commandant de cercle et tu as des petits commandants, dans des villes, pardon. Et tu as des petits commandants. Et chaque commandant a son interprète personnel. L'interprète est censé être le médiateur entre la langue française et la langue des autochtones. Donc des indigènes comme ils les appelaient à l'époque. Du coup, c'était une fonction très prisée à cause des avantages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Wangrand était très doué pour les langues. Il parlait le Fufulde, le Mbambara, il parlait beaucoup de langues, au moins 5 langues locales africaines. Et en plus de ça, il avait un français impeccable. Et c'est à partir de là qu'il a su se positionner pour être dans les bonnes grâces et profiter des avantages qui pouvaient venir avec ce rôle-là. En gros, il faut savoir saisir le rôle qui est le plus prisé du moment et se donner les moyens de le saisir. Wangrand n'était pas seulement un interprète des palabres, mais il servait également de secrétaire au commandant. Il distribuait le courrier, préparait les dossiers de chaque affaire et reclassait méthodiquement les archives. À la fin des grandes vacances, le commandant se rendit en personne à Bamako où il sollicita auprès du gouverneur et de l'inspecteur des écoles, chef de service de l'enseignement, le changement de corps de Wangrand. Celui-ci fut donc versé dans le cadre des interprètes du Haut-Sénégal et Niger et maintenu à Diagaramba. Quand une hyène tombe dans un puits, plaise à Dieu et à la mort. Grâce à l'élévation de Wangrand, ses confidents et amis Abougui Mansou et Koutena bénéficiaient eux aussi d'une plus grande considération. Pour ne pas être sans risque, celle-ci du moins promettait d'être un nouveau sésame, ouvre-toi. Le gars était devenu grand interprète et il faut bien retenir le nom de ses deux amis, Abougui Mansou et Koutena. Ces deux proches avec lesquels il va faire beaucoup de choses. Par contre, ce que les cordes de la guitare... Bon, Koutena, j'ai oublié de préciser, Koutena c'était un conteur. À cette époque-là en Afrique, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Comment est-ce que les gens faisaient pour se distraire? Il y avait les conteurs. Les conteurs étaient ceux qui racontaient les histoires autour du feu. Et ils chantaient aussi. Ils chantaient les louanges des grands hommes, ceux qui ont des grands guerriers et tout. Et ils racontaient de belles histoires. Et aussi, ils avaient les guitares traditionnelles à faire en peau d'animaux là en Afrique à l'époque. Du coup, Koutena, c'était ça son métier. Et c'était aussi un rôle très admiré à l'époque parce que c'était un peu un rôle de divertisseur proche de grands hommes, des grands hommes quoi. Donc, par contre, ce que les cordes de la guitare de Koutena lui refusaient, ses cordes vocales et sa langue lui octroyaient largement. C'est un merveilleux conteur, chanteur, en même temps qu'un excellent mime. Dans ce domaine, il ne redoutait que Koulel, le plus grand des grands conteurs de la boucle du Niger.
nos 3 amis Abougi Mansou Koutena et Wangrang établirent un double réseau de renseignement. Le premier était destiné à drainer les informations de l'intérieur du pays vers Wangrang et le second à répandre partout des nouvelles tamisées et assaisonnées au goût et dans l'intérêt du trio. Une autre chose très importante à noter, le gars s'est bâti un empire pas seulement en travaillant dur et en ayant le rôle d'interprète. Il s'est bâti un réseau. Les informations entraient par ses amis, puis il distillait ces informations et renvoyait de la propagande s'il voulait. C'était la propagande avant l'heure. Ça, les Européens et les Américains appellent ça de la propagande. Et il y a un milliardaire américain qui utilisait cette stratégie-là, la stratégie que Wangrang utilisait en Afrique, au Mali. Il utilisait cette stratégie-là pour se bâtir une grande fortune. Ce qu'il faisait, c'est qu'il allait voir des grandes marques. Et quand il venait vers la grande marque, il dit « Je suis capable de multiplier tes ventes par un certain nombre. » Et par derrière, il avait les journaux et tout. Il allait payer les scientifiques pour faire des études. Il allait répandre des informations fausses dans les journaux à propos de ces études-là qui ont été faites. Et il forçait les gens, il modifiait la pensée des gens en fait. C'était dans les années 60 et tout et tout. Il propageait des informations qui allaient en l'encontre de la vérité, mais dans le sens de son client. Ce qui fait que tout ce qui passait par les journaux, les gens lisaient, ils consommaient de la merde, mais cette merde-là était bien pour ses clients et ça augmentait le chiffre d'affaires du client. Et c'est une stratégie. Wangrang, lui, il utilise ça aussi. Vu qu'il interprète, il connaît plusieurs langues, il a l'information et il publie l'information comme il le veut. Il manipule. Voilà, j'ai mis pause au recording pour aller chercher le nom du livre et le nom du millionnaire qui a fait beaucoup d'argent en répandant de la propagande. Le nom du livre, c'est Propaganda par Edward L. Bernays. Je vais mettre le lien dans la description de cet épisode. Donc vous allez voir le lien. Et s'il vous plaît, utilisez mon lien pour acheter le livre, car ça va aider le podcast. C'est fascinant. C'est un Américain qui a inventé ce qu'on appelle la propagande. Ce que vous lisez dans les journaux, vous voyez à la télé, tout le mensonge, comme par exemple l'industrie de la cigarette. Il y a une époque où il faisait croire aux gens que la cigarette était bien pour la santé. Il disait qu'il faut fumer au moins tel nombre de fois par jour. Et ça passait même dans les journaux. Les médecins qui disaient que fumer était bien pour la santé et tout. C'est des années, des décennies plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était un mensonge. Et ce mensonge-là a profité à l'industrie de la cigarette qui voulait qu'il y ait un maximum de personnes qui achètent leurs produits. Et après, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des cancers de poumons en Europe, aux États-Unis. Tout ça à cause de la propagande. C'est un monsieur qui était... Il savait que ce qu'il faisait était mauvais, mais vu qu'il avait un seul objectif, faire beaucoup d'argent et faire en sorte que ses clients se fassent beaucoup d'argent, il est allé dans ce côté sombre-là et a créé un peu ce qu'on appelle la publicité par propagande. Public Relations by Propaganda. Bref, je vous conseille de au moins regarder l'histoire de ce monsieur sur Google. C'est fascinant. Maintenant, revenons dans Wangrang, dans l'histoire de Wangrang. Wangrang commence à étaler son emprise. Wangrang, après avoir occupé le poste d'interprète, il se faisait non seulement beaucoup d'argent, il avait beaucoup de relations et il s'était acheté une grande maison. Il avait fait construire une grande maison. Tout ça grâce à un peu l'aide coloniale, quoi. Et du coup, bien des chefs enviaient cette maison. Elle devint rapidement le rendez-vous des fonctionnaires, le centre d'espionnage local et le lieu de conciliabule des chefs de canton et de province. Il n'était pas pensable qu'un chef coutumier, quel qu'il fût, entrât chez Wangrang les mains vides. S'il s'y rendait, c'était toujours pour donner soit un bon pot de vin, soit une information intéressante. Par contre, aucun griot, aucune femme de mœurs légères, aucune vieille entremetteuse, aucun marabout, aucun mendiant, aucun solliciteur ne sortait de chez Wangrang les mains vides. Certes, Wangrang savait demander et même exiger des cadeaux de la part de ceux que la vie avait largement pourvus. Mais il faut noter
à sa décharge qu'il donnait beaucoup aux pauvres et aidait les malheureux, sans pour autant leur demander quoi que ce fût. En conséquence, ceci était à sa dévotion et Wangrun recrutait ses meilleurs agents de renseignement parmi les aveugles qui se promenaient de porte en porte, se postaient sur les routes ou se mettaient sur la place du marché pour demander l'aumône. Dans chaque école coranique de la ville, il comptait un ou plusieurs gosses pour le renseigner. Son service de renseignement, c'était les aveugles et les enfants et les pauvres. Et en même temps, il leur donnait beaucoup d'argent. Ça me fait penser à Sherlock Holmes. Je ne sais pas si vous connaissez Sherlock Holmes, écrit par Conan Doyle. J'avais lu un de ses livres il y a plusieurs années de cela. Et c'était le même procédé qu'il utilisait pour avoir ses renseignements. Bref, rien à voir avec l'Afrique et Wangrun, mais c'était la même chose dans un autre continent et dans un roman qui n'était pas du tout vrai du tout. Aussi, je ne sais pas si vous avez constaté, mais là on parle de pourboire, de pots de vin et de beaucoup de mauvaises choses, renseignements et tout, et de propagande. Mais au début de ce podcast, j'ai dit qu'il était un Robin des Bois. Vous allez voir beaucoup de mauvaises choses. Mais j'ai dit qu'il était un Robin des Bois parce qu'il était extrêmement généreux. Quand je dis extrêmement, c'est extrêmement. Et je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Vous allez voir à la fin. Donc tout se passait bien pour Wangrun. Mais quelque chose allait arriver. La Première Guerre mondiale. Et comme vous le savez tous, la France était très impliquée dans cette guerre mondiale. Et bien sûr, il fallait que les colonies françaises aillent au combat pour combattre pour la France. Et cette guerre-là affecta aussi, ça a affecté l'Afrique. Ça a beaucoup affecté l'Afrique. Et il fallait que les colonies françaises rapportent de la denrée alimentaire pour aider la France, ainsi de suite. Donc, Wangrun, qui était très inquiet, qui ne voulait pas aller combattre en Europe pour les Français, lui, il ne savait pas trop quoi faire. Et comme à son habitude, il est allé consulter un marabout pour des histoires de mysticisme, pour voir ce qu'il fallait faire mystiquement pour éviter la situation et aussi pour prédire l'avenir qu'il aura, lui et ses amis. Abougui Mansou et Wangrun suivirent le marabout dans une chambre rectangulaire assez spacieuse, claire et bien aérée. Cette pièce était à la fois salle de travail et de conciliabule, chambre à coucher, lieu de prière et bibliothèque. Sidi installa ses visiteurs, puis il sortit d'une pile de livres un gros manuscrit. Il l'ouvrit et consulta longuement quelques pages. Ensuite, se saisissant d'une planchette en cuivre rouge, il traça des signes kabbalistiques. Il se pencha sur ces signes et, s'abîmant dans une profonde méditation, il resta pratiquement absent une demi-heure. Il transpirait comme un canari rempli d'eau. Enfin, il releva la tête et expira bruyamment l'air de ses poumons, tout comme un plongeur qui remonte à la surface. Donc le marabout Sidi a fini ses prédictions et il dit « Le 174e esprit qui se trouve actuellement en exercice s'appelle Bachzachayel. Si l'Allemagne et la France entrent en guerre, or elles y entreront inévitablement, la France gagnera, car l'esprit président à la garde de l'univers chrétien lui est favorable. Mais Allah est le mieux renseigné. Il peut fausser notre vision et même celle des saints et agir selon sa volonté impénétrable. Quoi qu'il en soit, cette guerre fera beaucoup de morts sur terre et sur l'eau, beaucoup de veuves et d'orphelins, beaucoup de mutilés. Quant à toi, Wangrun, tu n'iras pas à la guerre et tu verras sa fin. Elle sera pour toi l'occasion de gagner beaucoup d'argent. Beaucoup de jeunes gens de Diagaramba seront envoyés derrière les eaux salées. Derrière les eaux salées, ils se couvriront de gloire, mais ils en retireront plus d'honneur que de profit. Wangrun donna au marabout un cheval, 100 francs et un trousseau d'habillement, 10 charges de céréales, dont 12 de riz blanc de Djenné. Ok, là la prédiction du marabout. Et le marabout, il dit beaucoup de jeunes gens de Diagaramba, donc la ville où Wangrun se trouve, seront envoyés derrière les eaux salées. Donc, pour dire derrière la mer, il n'y a pas de mot pour dire la mer.
Donc il dit l'eau salée. Et il y a un truc qui m'a troublé dans ce livre. Chaque marabout, chaque sorcier, chaque géomancien que le gars a rencontré, ils avaient des prédictions extrêmement précises. C'est troublant. C'est troublant. C'est tellement troublant que je me suis demandé à la fin du livre, est-ce que c'est une histoire vraie? Mais au début, il a dit que c'est une histoire vraie, mais ça ne m'a pas suffi. À la fin du livre encore, il explique que beaucoup de gens comme moi se sont demandé si c'était une histoire vraie. Il réitère tellement de fois que c'est une histoire vraie, avec des preuves et tout, que tu t'assois, tu dis merde, c'est fou. Et j'ai parlé à un Malien qui me dit qu'en fait, ce qu'il dit est vrai en fait, à propos de la culture marabout et tout ça. Et au Cameroun aussi, d'où je viens, il y a pas mal d'histoires mystiques comme ça, mais le livre, si c'est le premier livre que je lis, qui va tellement dans les détails. Et comme on le voit, le marabout aura raison. Et malheureusement, je ne peux pas vous lire tous les rituels et tout ce qu'il y avait décrit comme un mysticisme dans le livre. Mais je vous conseille d'utiliser mon lien pour acheter le livre. Parce que c'est fou. Du coup, le jour arriva. Et la guerre mondiale commença. Il y avait, comme le marabout avait prédit, la France est entrée en guerre contre l'Allemagne et tout ça. Et tout comme le marabout avait prédit, les jeunes de Diagaramba furent appelés à servir pour la France. Et aussi, Wangrand allait se faire beaucoup d'argent. Mais voici comment est-ce que ça allait être fait. En fait, la France, comme je vous ai dit, réquisitionnait de la main-d'œuvre, donc les tirailleurs sénégalais, tous ces gens-là qui allaient au front combattre pour la France, et aussi réquisitionner de la denrée alimentaire, comme des bœufs, du riz, tout ça. Surtout de la viande bovine, donc des bœufs, tout ça. Du coup, ça passait par le commandant qui était proche de Wangrand. Le commandant était chargé de réquisitionner tout ça et de noter. Et bon, Wangrand aussi était aussi dans le cercle administratif qui devait gérer tout ça. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Wangrand avait été chargé de la tenue des registres de réquisition, de la rédaction des formulaires de fourniture. Abougui Mansou vint le trouver et lui dit « Je suis convaincu de la justesse de la prophétie de Tierno Sidi. » Tierno Sidi, c'est le marabout de tout à l'heure. « Cette guerre ouvre pour toi une source abondante de profit. Il ne tient plus qu'à toi de devenir l'homme le plus riche de la montagne. » Wangrand répond « En quoi faisant ? Tu majoreras les quantités de bœuf à fournir. Je me charge d'envoyer à Koumassi. » Ça, c'est son ami Abougui Mansou qui répond. « Tu majoreras les quantités de bœuf à fournir. Je me charge d'envoyer à Koumassi, en Gold Coast, le surplus que tu constitueras. Il sera vendu à prix d'or. Et avant la fin de la guerre, nous aurons réuni une fortune immense. » Wangrand ne se fit pas dire deux fois la leçon. Abougui Mansou ajouta « Si tu veux que le détournement se poursuive longtemps et sans risque, il faut y corrompre soit le grand commandant par le truchement de la Mousso, soit son adjoint ou bien encore le trésorier. Moi, je me charge des chefs de canton de village. J'obtiendrai leur silence. » Voilà comment Wangrand goûta pour la première fois à la fortune. En détournant les fonds, bon pas les fonds mais la denrée alimentaire, les bœufs qui étaient censés être destinés aux Français, il détournait une partie et vendait à prix d'or sur la Gold Coast et récoltait de l'argent par-dessus. Et il fallait à tout prix qu'il corrompe un de ses supérieurs blancs pour espérer s'en sortir, comme on a vu. Et heureusement pour Wangrand qui était très futé, un petit commandant avait été affecté à la région de Diagaramba et le petit commandant était le subalterne du grand commandant. Et ce petit commandant-là était un gros flemmard, un blanc flemmard qui venait de France, qui adorait faire sa sieste et se pavaner sur son cheval. C'était le comte de Viermoz. Le comte de Viermoz, qui se comportait en grand seigneur, portait un monocle. Son boy laissait entendre que c'était un chausse-œil réservé au seul fils unique de famille princière de France et de Navarre, et qu'il suffisait à Viermoz de présenter cet insigne à n'importe quelle trésorerie ou caisse de commerce française pour se faire délivrer autant d'argent qu'il le voulait. Viermoz aimait aménager
ses membres et n'était pas un gros travailleur. Aussi se reposait-il entièrement sur Wangrang, qui lui parut être un fonctionnaire expérimenté et un modèle de dévouement. Une partie des affaires du cercle, parmi lesquelles les petites palabres et tout ce qui touchait aux réquisitions, fut transféré dans la section du petit commandant, donc le nouveau commandant qui était subalterne du grand commandant. Cependant, que Wangrang restait l'interprète des deux chefs et seul teneur des registres administratifs et judiciaires du cercle. Viermoz, qui détestait se réveiller le matin avant 9h et l'après-midi avant 15h, passait en outre le plus clair de ses heures de bureau à se promener à cheval. Il possédait les 3 plus beaux étalons de Djagaramba, un bel alezan doré, un blanc argenté pur sang du Sahel et un noir que j'ai eu pied et front lavé, qu'il montait tour à tour. Partout où il se trouvait, une de ces bêtes scellées l'attendait à la sortie. Afin que Wangrang n'eût pas à courir après lui pour la signature, il signa en blanc une dizaine de réquisitions, convocations et papiers divers à l'avance. Wangrang n'avait plus qu'à remplir et sceller le document du sceau du cercle. Wangrang comprit vite tous les avantages qu'il pouvait tirer de cette confiance inconsidérée. Il n'avait plus besoin de chercher à compromettre aucun des Européens. Une victime inespérée était venue s'offrir fortuitement. Il présenta Abougui Mansour à Viermoz comme le plus gros éleveur et marchand de bétail du pays et lui déclara qu'il exportait une très grande quantité de bœuf sur la Gold Coast. Il lança un ballon d'essai en majorant 5 têtes, le contingent mensuel que devait fournir le cercle de Djagaramba. Les bêtes supplémentaires furent discrètement remises à Abougui Mansour qui les expédia rapidement à Koumassi où elles furent vendues en livres sterling or. Une monnaie alors bien cotée et très recherchée. Grâce au change, le bœuf payait 100 francs à Djagaramba. Un bœuf coûtait 100 francs à l'époque. Vous entendez? Grâce au change, et aujourd'hui le bœuf c'est combien? Je parie que c'est dans les 500 000, je ne sais même plus. Bref, grâce au change, un bœuf payé 100 francs à Djagaramba rapportait environ 8 à 900 francs de bénéfices nets. Les gars ont multiplié par presque 10 pour chaque bœuf. Wangrang recommanda à Abougui Mansour de rapporter de la Gold Coast 2 beaux harnachements anglais et quelques autres articles de toilette de ménage et vestimentaires qu'il offrit aux 2 commandants pour les concilier. Le prix de 3 bêtes sur 5 y passa, mais le placement en valait la peine. Constatant la rentabilité de l'affaire, Wangrang alla trouver Viermoz et lui suggéra de faire venir 10% de plus de bœufs que les contingents prévus. Une telle majoration pouvait aisément se justifier car il fallait mettre le plus de bœufs possible à la disposition de l'infirmier vétérinaire pour lui permettre de faire un tri. Au lieu de retourner à leurs propriétaires les bœufs refusés pour leur état de santé, Wangrang les remettait à Abougui Mansour qui les envoyait en Gold Coast pour les y vendre. Ainsi, grâce à la complicité ou tout au moins la négligence coupable de Viermoz, l'affaire fructifia et dès cette époque, l'argent se mit à pleuvoir dans les poches de Wangrang. Il donna chaque nuit des dîners et des séances de musique récréative qui lui permettaient d'étaler sa richesse et de faire répandre au loin ses louanges. Kouténa, s'il demeurait le plus mauvais guitariste du pays, en devint bientôt le griot le mieux habillé et le mieux monté. C'est ainsi que Wangrang fit sa première fortune. Corruption, détournement. Mais c'est très drôle. Le gars, il a roulé dans la farine un administrateur français, un blanc qui était avec ses airs supérieurs sur ses chevaux là. Mais Wangrang, il était très malhonnête. Mais ça, c'est rien. Il y a pire. Vous allez voir dans le livre. Là, Wangrang se faisait beaucoup d'argent. Et il était devenu le plus riche. L'un des plus riches de Djagaramba. Mais, comme vous le savez tous, les Français, ils ne sont pas cons. Ils sont très intelligents. Et les administrateurs français allaient bientôt s'en rendre compte. Ils allaient se rendre compte que quelque chose ne tournait pas rond. Il y avait anguille sous roche. Ils avaient constaté le détournement
Ils s'en prit au comte de Villermoz. C'est à ce moment-là que le comte se rendit compte qu'il avait été dupé par Wangrand. Le comte donna l'ordre à un de ses hommes d'aller récupérer tous les documents compromettants auprès de Wangrand. Mais Wangrand, vieux filou qu'il était, il donna tous les documents à l'envoyé du comte de Villermoz, genre par courtoisie, mais par derrière, une fois que l'envoyé était en route, Wangrand envoyait une de ces personnes, un grand bandit de la ville de Diagaramba. Il envoyait ce grand bandit-là aller soutirer du sac du messager tous les documents compromettants. Il a soutiré tous les documents. Il a renfermé le sac comme si de rien n'était. Du coup, le messager allait bredouille devant le comte de Villermoz, sans aucune preuve compromettante qui montrait que Wangrand était le véritable coupable. Du coup, l'affaire est allée au tribunal français. Et suite à ce détournement, le procès allait durer des jours, des semaines, des mois. Et c'était Wangrand contre le comte de Villermoz pour déterminer qui était le véritable bandit. Et vous savez ce que Wangrand a fait en premier? Comme à son habitude, il est allé voir son marabout pour se protéger et pour espérer gagner le procès. Et il a mis toutes les chances de son côté pour que le comte de Villermoz soit puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Le comte de Villermoz a juste été paresseux et négligent. Le marabout de Wangrand lui donna un gré-gré qui était censé lui porter chance. Et voici ce que le livre dit. Quant à Wangrand, il n'entendait partout que des réflexions décourageantes, tels les cris des oiseaux de malheur qui n'annoncent rien de bon. Mais chaque fois qu'il touchait le sachet de sable béni par le marabout, qu'il portait constamment en bandoulière, une assurance mystérieuse parcourait tout son être, et les menaces qui envahissaient son esprit se dissipaient comme un mauvais rêve, que le réveil faisait disparaître. C'est fou, hein? Wangrand, il avait une ferme conviction, il croyait tellement en ce mysticisme. Maintenant, durant le procès, chaque fois que le juge d'instruction le convoquait, Wangrand se présentait couvert de charbon et apparemment mort de faim. Il espérait ainsi impressionner et faire croire que, plongé dans la plus grande misère, il n'avait pas gardé l'argent produit par les ventes des bœufs détournés. Aucun agent secret ne put percer son secret. On entreprit une campagne d'intimidation. On donna à entendre aux témoins de Wangrand que s'ils persistaient à le soutenir, on les déporterait fort loin pour finalement les abandonner dans les îles désertes où ils seraient laissés à la merci des animaux carnassiers. Ce qui est marrant, c'est que même les administrateurs français là n'étaient pas faciles. Ils ont des témoins qui viennent à la barre et ils les intimident d'une façon aussi brutale. Le monde à l'époque là était très différent d'aujourd'hui. Et finalement, Wangrand allait utiliser les documents. Vous vous souvenez des documents que Wangrand a volés auprès du messager du comte de Villermoz. En fait, Wangrand alla prendre ces documents qu'il avait bien gardés et il les utilisa contre le comte de Villermoz. C'était genre, les documents là pouvaient compromettre Wangrand et compromettre le comte de Villermoz aussi. Mais Wangrand, voyant qu'il n'avait plus aucune échappatoire, il décida alors que bon, ce que je vais faire, c'est que autant mieux, on gâte tout. Comme on dit au Cameroun, ça thé. On gâte tout. Et devant le tribunal, quand les administrateurs français là étaient sur le point de s'en tirer, Wangrand sorta le document et il présenta à la cour. Et le document là incriminait le comte de Villermoz. Et le comte de Villermoz fondit en larmes. Il pleurait parce qu'il voyait déjà sa fin. Il était non seulement innocent, juste qu'il était un paresseux et il s'est rendu coupable par négligence, si on peut dire. Et là, les documents là, ça prouvait et il s'est rendu compte que Wangrand l'a doublement dupé. Non seulement dupé par sa paresse, mais aussi dupé quand il envoyait son homme voler le contenu du sac de son messager. Du coup, vu que la France ne voulait pas incriminer un des leurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu
ils ont trouvé un arrangement à l'amiable. Et il y a un truc qui est marrant qui s'est produit. Wangrand, après ça, les administrateurs français sont venus le voir pour lui dire d'étouffer l'affaire parce qu'ils ne voulaient pas que l'un des leurs soit condamné et tout. Wangrand, au lieu d'accepter, sachant qu'il est coupable, au lieu d'accepter calmement, lui, il s'est dit non, il va profiter pour gagner encore plus d'argent. Il leur a demandé que si je me tais, vous me donnez quoi en retour? Donc le gars, il a une audace. Imaginez-vous, en fait, si vous vous mettez à sa place à l'époque coloniale, où les Africains pouvaient se condamner à mort ou envoyer dans un cachot pour rien du tout. Lui, non seulement il roule un blanc dans la farine, il finit de le rouler, il le roule doublement lors du procès et il réussit à s'en tirer. Et quand il réussit même à s'en tirer, au lieu d'accepter, il dit non, vous allez me dédommager. et on l'a dédommagé avec une forte somme de 2500 francs, qui était une fortune à l'époque. C'était beaucoup d'argent. Et ils ont encore ajouté beaucoup d'argent à la fortune de Wangrand, qui était déjà très considérable. Mais Wangrand, avec cette histoire-là, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et finalement, il a été affecté et tout. Et on l'a chassé de Diagaramba. Et donc voilà. Bref, ça, je vous fais un petit résumé, juste pour que vous compreniez comment est-ce que la suite des leçons que je vais lire là, la suite sera. Mais je vous conseille d'acheter le livre pour le lire entièrement. Je saute beaucoup d'étapes. Et je vous assure que vous allez le savourer. Vous allez savourer le livre. Utilisez mon lien. Si vous avez une idée de start-up et que vous voulez la lancer, mais vous ne savez pas comment construire le MVP de votre application ou de votre plateforme web, ma startup, theguild.io, c'est-à-dire zeguild.io, peut vous amener de 0 à 1, donc de l'idée au MVP. Ou bien, si vous avez déjà une startup qui marche et que vous avez besoin de devs talentueux sans exploser votre budget, theguild.io vous match avec les meilleurs devs du continent africain. Envoyez-nous un email à contact@theguild.io et toute notre équipe va prendre soin de vous et de votre projet comme il faut. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun? Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien doomer.me/audible, donc doumer.me/audible, vous pourrez écouter gratuitement, oui gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast, ou tout autre livre de votre choix. Si bien sûr c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. Encore plus de richesse. Wangrand s'était fait beaucoup d'ennemis après avoir roulé les blancs dans la farine. Il se fit affecter dans une autre ville et fut contraint de quitter Diagaramba. Et en cours de route, il fut accueilli par Romo Sibedi, un grand interprète, dans la ville de Yaguahi. Pendant quelques jours, Romo Sibedi a tellement bien accueilli Wangrand et sa famille. Et il s'est tellement bien occupé d'eux alors qu'il ne les connaissait pas avant du tout. Mieux logé qu'un chef de province, Romo vivait dans une telle opulence que Wangrand n'en pouvait croire ses yeux. Il était si obéi qu'à part les chefs, personne ne lui parlait debout ou n'élevait la voix en sa présence. Le roi avait plus besoin de lui qu'il n'avait besoin du roi. Romo Sibedi vivait mieux que le roi lui-même, mais il vivait sans vanité. Un drame intérieur plongea Wangrand dans un assombrissement qu'il ne pouvait cacher. Tout le faste que Romo avait déployé pour lui être agréable n'avait fait qu'aviver l'égoïsme et la cupidité qui lui rongeaient le cœur. À la vue des belles femmes, des beaux chevaux, de la spontanéité avec laquelle les chefs comblaient Romo de cadeaux et de pots de vin divers, Wangrand oublia morale et bienséance, justice et reconnaissance. C'était là notion bonne pour distraire l'oreille et endormir le cœur. La jalousie. Quelqu'un te reçoit bien chez lui, il s'occupe de toi. Et là, le sentiment de jalousie prend son cœur. Et Wangrand s'exprime envers Romo Sibedi en disant « Je me dois de te remercier de ta généreuse hospitalité.
Je ne me suis jamais aussi bien amusé. Je te dois beaucoup de m'avoir fait découvrir cette ville. Jusqu'ici, je considérais comme des plaisantins ceux qui croyaient à l'existence d'un paradis sur terre. Désormais, je ne leur ferai plus de grimaces car je viens, grâce à toi, de constater qu'il existe sur terre certains endroits privilégiés qui ne sauraient être autre chose qu'une dépendance de l'Éden. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir ici comme interprète. Je sais que tu ne voudras pas partir de ton plein gré. C'est pourquoi je te compare à Adam et moi à l'ange gendarme. Mais sois tranquille, je ne me servirai pas des flammes pour te chasser d'ici. Je n'aurai besoin que de quelques lignes d'écriture couchées sur un papier d'un format 21-27. Cela s'appelle, au cas où tu ne le saurais pas, une décision. Romo Sibedi fut complètement hébété par cette déclaration si inattendue. N'était-ce pas là le plus grand témoignage d'ingratitude qu'un étranger put exprimer à son logeur? Romo se demanda intérieurement si Ouangran n'était pas saoul. Sinon, il ne pouvait s'agir que d'une crise subite d'aliénation mentale, se manifestant par ses paroles cyniques et outrageantes. Ouangran, qui n'avait jamais été plus lucide ni plus indifférent à la bienséance traditionnelle qu'il qualifiait d'encombrante, devina le monologue muet que Romo se tenait à lui-même et s'écria: « Oh mon frère Romo, ne creuse pas davantage ta cervelle. Je ne suis ni sourd ni fou. Je suis simplement, et c'est rare, un honnête impudent, un ennemi mal appris qui dévoile ses intentions et ses batteries avant l'engagement. À toi de jouer pour ne pas te laisser manger par le vautour que je suis. » « Serais-tu armé des flammes, Ouangran ?» s'écria Romo, qui avait enfin repris ses esprits. « Que je les éteindrais. Certes, tu ne peux être que l'enfant naturel d'une femme troussée dans de la paille par des canailles, et pour rien encore. Oh et Romo, ne salis pas ta bouche en m'injuriant. Il vaut mieux pour toi te mettre sur tes gardes contre moi, Ouangran, dit Gongoloma Souké. Tu me dis bâtard, comme si mon père ne m'avait pas donné mes noms et prénoms dans les délais légitimes. Mais mon état civil n'a rien à voir avec cette affaire. Ce qui comptera dans notre compétition pour la place d'interprète à Yaguaï, ce seront mes astuces, mon aplomb et mes pouvoirs occultes. Ah, Ouangran. Il faut savoir que Romo Sibedi était l'interprète de la ville de Yaguaï, tout comme Ouangran était l'interprète. Les deux sont grands interprètes. Ouangran était le grand interprète de la ville de Diagaramba. Comme Ouangran allait faire le détournement, et on l'a chassé, comme je vous ai dit, naturellement, en le chassant, on ne l'a pas juste dit va-t'en, on l'a affecté à un autre endroit, un endroit qui était pouilleux, qui était bien moins loti que sa demeure là-bas à Diagaramba. Du coup, sur son chemin, il passa par la ville de Yaguaï, où il y avait le grand interprète Romo Sibedi. Et c'est où ça se passa. Et vous voyez ce qu'il a dit. Par l'occultisme et sa ruse, c'est par là qu'il allait prendre la place de Romo Sibedi. Alors que Romo n'avait rien fait de mal. Romo l'avait juste accueilli chez lui. Comme quoi, trop bon, trop con. Et devinez ce qui s'est passé. Par manipulation, par intelligence et fourberie, Ouangran réussit à prendre la place de Romo Sibedi. Quelque temps plus tard, il prit sa maison, son travail, son poste de grand interprète et tous ses privilèges. Et Ouangran pouvait manipuler les administrateurs français. Il a fait ça parce qu'il a réussi à manipuler les administrateurs français. Il a réussi à leur faire croire n'importe quoi. Et les détails sont dans le livre. Très astucieux. La façon dont il a réussi à le faire, c'était astucieux. Mais malheureusement, je ne peux pas tout vous déployer, vous expliquer, vous raconter dans le podcast. Sinon, le podcast serait extrêmement long. Et aussi, ça ne se fait pas de lire tout un livre dans un podcast. Du coup, je vous invite à utiliser mon lien pour acheter le livre et savoir ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que Romo Sibedi se jura. Il se jura de faire la guerre à Ouangran. Et la plus grande rivalité de la vie de Ouangran débuta ainsi. Romo contre Ouangran. J'aurais aimé vous partager les détails de cette rivalité-là, mais je vous conseille d'aller vous lire le livre.
les rituels, les fourberies, tromperies, tout ça. Et il y a une autre partie qui m'a beaucoup marqué. Dans la ville de Yaguahi, où Wangrand se situait désormais, vu qu'il a pris la place de Romo Sibidi, on lui annonça la mort d'un grand roi Peul. Et Wangrand étant haut placé, il connaissait bien ce roi-là. Le roi avait une immense fortune. Il s'appelait Brilji. Brilji avait une immense fortune. Il était immensément riche. C'était l'homme le plus riche du pays. Et le deuxième homme le plus riche était le frère de Brilji. Et il s'appelait Karibou Sawali. Karibou Sawali voulait succéder au trône de son frère Brilji, mais il avait sur son chemin son neveu, donc le fils de Brilji, qui héritait du trône. Et Brilji, en mourant, voulait que ce soit son fils qui hérite du trône. En fait, et Brilji, en mourant, il confia à son fils et à sa garde rapprochée ses amis les plus fidèles qu'il ne voulait pas que son frère Karibou Sawali sache où son corps était enterré. Parce que dans la tradition Peul et tout, c'est un manque de respect. Et comment dire, quand on enterre, on prend le corps d'un proche, on l'enterre à l'insu des membres de la famille, de certains membres. Ça veut dire que ces membres-là ne sont pas vraiment considérés, quoi. C'est un peu comme un manque de respect. Et toutes les personnes qui vivaient dans le pays savaient que par ce geste-là, le roi ne voulait pas que son frère le succède. Et donc voilà, dans la tradition, c'était un affront dans la tradition. Et Wangrand, voyant ça, a senti une opportunité pour se faire de l'argent. Beaucoup d'argent même. Wangrand, lui, il était capable de flairer des opportunités pour se faire de l'argent partout. Partout. Et c'est comme ça qu'il saisit cette opportunité-ci. Wangrand dit: comment pourrais-tu prétendre remplacer un chef qui fut enterré sous ton nez et ta barbe et sans toi? Non, Karibou Sawali, il faut réagir, et de la manière la plus violente, pour prouver que l'autorité d'un homme, si puissant fût-il, cesse avec l'extinction de son souffle. Tu es le chef de la famille royale des Tiala. Il faut le prouver en frappant un grand coup. Quel coup puis-je frapper après avoir perdu la face devant tout le monde? Karibou Sawali demande. Il ne tient qu'à toi, je suis ton ami. J'ai dans mon esprit autant de malice qu'il en faut pour déraciner coteaux et collines. Si tu y mettais le prix, je pourrais mettre mes moyens à ton service. Ça, c'est Wangrand qui parle. Puisque nous sommes entre amis, je me dois de te dire la vérité. Je ne suis pas venu à Yaguahi pour, entre guillemets, faire de la religion en vue d'un paradis situé dans l'au-delà, mais pour gagner de l'argent. Et je suis disposé à servir celui qui saura me payer bien et discrètement. Et quel est le coup que tu comptes me faire frapper si je te paye bien? Ça, c'est Karibou Sawali. Je ferai exhumer feu ton frère. Ainsi, tout le monde saura que tu es le chef. Tu mèneras son deuxième enterrement et conduiras sa dépouille à un lieu que tu choisiras. Combien me demandes-tu pour cela? 100 taureaux, de chacun 10 ans. Ça, c'est Wangrand qui donne son prix. Karibou Sawali était prêt à payer le prix demandé. Où faut-il livrer ces bêtes? Demanda-t-il. Wangrand sourit. Je n'ai indiqué un nombre de taureaux, répondit-il cyniquement, que pour servir de base de calcul de ce que tu dois me donner en numéraire. En effet, comment veux-tu que passe inaperçu 100 taureaux pointant en l'air et entrechoquant leurs 200 cornes, leurs 200 grandes cornes, et beuglant à tue-tête leur moi, interminable. Il ne saurait être question que j'accepte des animaux. Tu régleras le prix en métal royal, de l'or. Ce grand jaune est muet, ce qui ne l'empêche nullement d'agir efficacement là où échouent bien des bras vigoureux. 100 taureaux à 300 francs la tête. Cela fait 30 000 francs. Avec cette somme, à raison de 3 francs le gramme, on peut acquérir 10 kilos d'or pur, extrait des mines du Bouré. C'est ainsi que Wangrand décida de faire déterrer le corps du roi, le roi Brilji. Et tout ça pour de l'argent. Un sacrilège. Mais
Wangrang n'allait pas déterrer le corps. Il n'a pas réussi à déterrer. Du moins, il a changé d'avis et tout. Bref, beaucoup de choses se sont passées dans l'histoire si on a attenté à la vie de Wangrang. Vous savez, en Afrique, les traditions, il y a beaucoup de traditions et il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Enfreindre les traditions, c'est pas bon. Quand quelqu'un est enterré, aller vouloir déterrer le corps de la personne peut t'emmener beaucoup de problèmes. Et Wangrang, il y a des gens qui l'ont pris dans un guet-apens pour essayer de le tuer. Bref, je vous laisse. Ce chapitre de son histoire est fascinant. Ah, tellement fascinant. Et à la fin, il prit le rôle d'agent double. Parce que non seulement il a accepté de l'or venant de Caribou Sawali, mais aussi il est allé devant le fils de Brilji, dont l'héritier du trône, pour lui demander de le payer aussi, pour qu'il fasse toujours des services autour de l'enterrement et l'intronisation du prochain roi. Bref, et c'est comme ça qu'il a ramassé beaucoup d'argent, grâce à sa ruse encore une fois. Wangrang, le riche commerçant, et la prophétie de sa chute. Des années sont passées et Wangrang était devenu richissime. Grâce au commerce, il était devenu un riche commerçant. Sa société était immatriculée dans son pays et c'était celle avec le plus grand capital de l'époque, dirigée par un indigène, comme il le disait, comme les Européens le disaient. Et c'était très impressionnant. Le gars, il se faisait tellement d'argent et il était rentré dans, la voie légale, quoi. C'était plus des choses détournées, mais c'était un vrai business avec de vrais chiffres, un vrai chiffre d'affaires et tout. Il avait créé une très grosse société, comme je l'ai dit. Et tout ça, comme à son habitude, il allait toujours dans les voies mystiques, mysticisme. Il consultait des marabouts, ainsi de suite. Et une fois dans le livre, il y a un endroit où on raconte comment il a versé un filtre magique, une potion magique dans la nourriture d'un Français, un blanc. Tout ça pour avoir un effet mystique sur ce Français-là. Et ce Français était un grand commandant de cercle. Bref, l'histoire est fascinante. Je vous laisse lire le livre. Mais, malgré sa richesse, les choses n'étaient pas... C'était pas un fleuve tranquille, quoi. Mais quand même, il réussissait à surmonter les étapes et tout. Et il y a une partie qui m'a marqué. Au pic de sa gloire, et dans tout son succès et tout son argent, quelque chose s'est passé de très particulier. Écoutez. C'est à cette époque qu'un changement subtil s'opéra dans le comportement de Wangrang. Était-il subitement étourdi par sa grande fortune? Toujours est-il qu'il ne fut plus tout à fait le même. Il ne distribuait plus son argent aux pauvres avec la même prodigalité qu'autrefois. Certes, il ne refusait pas l'aumône, mais il était moins large et s'il habillait encore les veuves et les orphelins qui venaient solliciter son secours, ce n'était plus lui qui allait au-devant d'eux. Il se mit subitement à aimer la chasse. Il partait dans sa nouvelle torpedo à la tombée de la nuit et ne revenait parfois qu'à l'aurore, tuant les animaux par plaisir, s'éloignant ainsi un peu plus de la pure tradition africaine qui veut que la chasse soit rituelle et non utilitaire, et non aveugle et gratuite. Un jour, un vieux géomancien Aoussa lui rendit visite. Il lui demanda de dresser un thème et de lui prédire l'avenir. Le vieil homme regarda longuement les figures qu'il venait d'imprimer sur le sable. Il remua la tête doucement. « Pourquoi remues-tu la tête ?» le questionna Wangrang. « Je ne vois rien de bon, répondit-il. Je vais recommencer. » Il étala de nouveau son sable et y imprima un thème. « Cela va-t-il mieux ?» demanda Wangrang. « Non, ça se gâte davantage. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que je ne vois aucun sacrifice à accomplir pour faire dévier la catastrophe qui apparaît avec une constance déroutante dans toutes les maisons essentielles du thème. Qu'attends-tu pour recommencer? Que tu me l'ordonnes, car en ce qui me concerne, je vois ton soleil marcher vers une éclipse totale et je n'ai pas besoin d'un complément d'information. Regarde quand même une dernière fois. Le géomancien étala son sable, imprima ses signes et se pencha dessus longuement. « Alors, que dit l'oracle » plaisanta Wangrang. « Rien de bon, répliqua le géomancien, qui se mit à suer à grosses gouttes. Ce que voyant, Wangrang éclata de rire. « Tu as besoin d'un peu d'air, il vaut mieux que tu ailles voir au dehors si une divinité plus favorable peut te parler avec plus de pertinence. Tiens, prends ceci. » Et il laissa tomber un billet de 100 francs en disant « Serre-t'en pour essuyer ta sueur, puis rentre tranquillement chez toi. Apprends ceci.
Lorsque le soleil est au zénith, il éblouit les yeux qui le fixent et les empêche de bien discerner. C'est exactement ton cas par rapport à moi. Mais va en paix, bien que tu ne me l'aies pas prédite. Je suis Wangrin, force destin. Je triompherai de ton mauvais présage. Le vieux Aoussa s'apprêta à sortir en laissant sur place le billet de 100 francs. Alors, s'écria Wangrin, trouves-tu mon cadeau insignifiant pour ne pas le prendre? Non, répondit le vieux. Il est loin d'être minime. Mais je ne le prends pas d'abord parce que tu ne me l'as pas donné. Tu l'as jeté à terre. C'est donc à la terre de le prendre. Ensuite, je n'ai pas l'habitude de me faire payer quand je ne suis pas sûr de guérir le malade. Or, tu es malade. Wangrin éclata de rire. Le vieux Aoussa, tout comme si le rire de Wangrin venait de l'exciter, éclata soudain de rire lui aussi, et si fortement qu'une partie de son grand turban se défit et traîna jusqu'à terre comme une longue queue. Cette subite manifestation de gaieté de la part du vieux, qui quelques instants auparavant était plongé dans une angoisse qui le faisait suer à grosses gouttes, intrigua Wangrin. Il arrêta de rire et fixa le vieillard, qui lui parut bien mystérieux. Mais avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, le vieux Aoussa avait disparu. Il avait rapidement ramassé la traîne de son turban et le dos courbé, tête baissée, était sorti et s'était perdu dans la foule du petit marché qui se tenait non loin de chez Wangrin. Wangrin resta un moment à réfléchir sur la prophétie du vieux géomancien. Il décida à le faire revenir pour un nouvel entretien. Mais toutes les recherches entreprises par la suite par ses émissaires demeurèrent vaines. Finalement, il apprit du logeur du vieux Aoussa que celui-ci avait quitté Diosoula depuis une semaine pour une destination inconnue. Et ça marque encore le début d'une longue aventure pour Wangrin. Mais je ne vais pas vous lire cette partie, vous devrez acheter le livre, le lien dans la description de l'épisode. Si je vous racontais, le podcast serait très long et c'est pas approprié de faire ça. Mais par contre, le mysticisme dans le livre, si ça me trouble un peu. C'est d'une exactitude qui est troublante. Mais il y a aussi un truc. Wangrin y croit tellement fort que j'ai l'impression qu'il donne tout ce qu'il a pour agir dans le sens du mysticisme. Bon, la partie où on a prédit son mauvais présage, là, c'est un peu le contraire parce que lui, il ne voit pas ça comme ça. Mais dans tous les cas, dans les autres parties du livre, non seulement il voit comme ça, mais il agit dans le sens là. Et c'est un peu... ça fait réfléchir. Et pour ceux qui écoutent et se demandent si c'est une histoire vraie, parce que moi, en lisant le livre, je me demandais, est-ce que c'est vrai? Le début, il avait bien dit que c'est une histoire vraie, mais à la fin, il laisse un mot. Un mot qui marque vraiment, qui touche. Ça touche énormément. Parce que, il s'explique mieux sur ce qui a été dit dans le livre et comment est-ce qu'il y a ces précisions aussi bonnes sur les dialogues et les conversations et les lieux et le nom des gens et tout. Et c'est troublant parce que c'est très réaliste. Et ce qu'il dit a l'air très véridique. Bon, revenons à Wangrin. Il était devenu tellement riche à cette époque qu'il employait même des Blancs. Et à l'époque, pour qu'un Africain emploie des Blancs dans son pays, à cette époque-là, c'était un exploit phénoménal. Mais Wangrin avait réussi à le faire, tellement il avait de l'argent et de l'influence et tout. Mais Wangrin, qui était musulman, comme on l'a vu dans le livre, il décida de consommer de l'alcool. Il décida de chasser juste pour le fun, comme ce que les Blancs faisaient, venir en Afrique pour chasser juste pour le fun. Pourtant, la culture africaine, ça inculque la chasse seulement pour se nourrir et non pour le plaisir de tuer. Mais lui, il a commencé à adopter ce que les Blancs, là, les Européens faisaient. Et quoi qu'il en soit, je vous laisse lire le livre. Wangrin, Robin des Bois. Durant tout cet épisode, je vous ai parlé plusieurs fois des méfaits de Wangrin, de sa fourberie et de plein de mauvaises choses qu'il a fait. Mais il y a une chose que j'ai mentionnée au début de l'épisode, Robin des Bois. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de Robin des Bois, mais c'est un célèbre bandit en Angleterre c'est une histoire, des romans et tout, mais c'est un bandit
qui allait voler chez les riches pour redistribuer aux pauvres. Il était sans scrupule avec les riches, il volait. Les riches qui se gavaient sur la population de façon égoïste, sans rien laisser à ceux qui étaient pauvres. Il prenait chez eux, il donnait aux pauvres. Et c'est un peu ça qu'il faisait, parce qu'en lisant l'histoire, on peut penser qu'il était un truand, un bandit sans scrupules, et un être malfaisant, malsain, qui était juste là pour s'enrichir. Mais, à la fin du livre, l'auteur dit que des années après la publication du livre, il s'est rendu compte que beaucoup de gens tiraient la conclusion qu'il était un bandit, un voleur, et qu'il était un grand truand. Mais le problème, c'est que l'auteur a connu Wangrin personnellement pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et du coup, il dément ce fait. Il dit c'est vrai que dans le livre, il dit plein de choses, mais il fait un mauvais travail de ne pas souligner l'altruisme de Wangrin. Et bref, je vais vous lire la partie pour que vous voyez. Je lis ça juste en mémoire de la personne qui a été couverte dans ce livre-ci. Parce que rien que laisser l'épisode comme ça, je ne ferai pas honneur à Amadou Hampâté-Bâ ni à Wangrin. Au cours des années qui suivirent la parution de ce livre, plusieurs projets d'adaptation cinématographique ou télévisuelle me furent proposés, que je dus refuser pour diverses raisons. À mon grand étonnement, la plupart d'entre eux présentaient Wangrin comme une vulgaire fripouille sans cœur et sans scrupules, à la limite comme un être dépourvu de toute qualité humaine. Pourtant, n'avais-je pas indiqué en plusieurs endroits du livre, notamment dans l'avertissement, que Wangrin n'avait roulé que les riches et les puissants, souvent avec une panache d'ailleurs, et qu'en contrepartie, il était d'une générosité presque sans limite avec les pauvres et les nécessiteux de tout ordre. Cela ne suffit pas, me retorqua-t-on. Quelques lignes par-ci, par-là, qui d'ailleurs ne fournissent aucun détail sur les bonnes actions de Wangrin, ne peuvent contrebalancer le récit de ces innombrables fourberies. Et d'ailleurs, ajoutait-on, s'il aidait les pauvres, ce ne pouvait être que par calcul pour mieux les utiliser à son profit. Je compris alors qu'une petite mise au point était nécessaire et que je devais, ne serait-ce que par respect pour la mémoire de Wangrin, d'éclairer le lecteur en lui livrant certaines informations complémentaires qui effectivement ne figurent pas dans le livre. Je vais dire pourquoi. Lorsque Wangrin m'a raconté sa vie, s'il me livra complaisamment et avec un grand luxe de détails les tours carabinées qu'il avait pris tant de plaisir à jouer aux puissants et aux richards de l'époque, il se garda bien de faire la moindre allusion à ses qualités ou à ses bonnes actions, alors que ces dernières, je m'en rendis compte au cours de mes enquêtes ultérieures, étaient tout à fait dignes d'admiration. Une telle attitude correspond en fait à une règle essentielle à la bienséance africaine traditionnelle. L'élégance consiste à ne jamais dire de bien de soi, à ne jamais se vanter de ses bienfaits et, au contraire, à se rabaisser et s'attribuer les pires défauts. Selon l'adage, l'homme n'est bon dans sa propre bouche. Autrement dit, il n'est pas de bon goût que l'homme parle en bien de lui-même. Il faut avoir bien présent à l'esprit que les pires épithètes qui figurent dans le livre à son sujet ou les plus sévères jugements portés sur lui-même, par exemple dans l'évolution du conflit entre ces deux consciences, ont la plupart du temps été dites par lui. Rien ne l'y obligeait, et sans doute même par une sorte de coquetterie à rebours. A-t-il un peu exagéré ? En revanche, il resta muet sur le bien immense qu'il avait fait partout autour de lui. C'est moi qui, au plus tard, lors de mes enquêtes dans toutes les villes où il était passé, découvrit les traces de sa générosité, la plupart du temps discrète, voire anonyme. J'y ai fait allusion par endroits dans le livre, mais sans donner de détails. Ce qui fut sans doute une erreur de ma part. Si je ne l'ai pas fait, c'était par respect pour le récit de Wangrin, par un réflexe acquis dans ma formation de traditionnaliste, qui veut que le transmetteur d'un récit n'y ajoute rien de lui-même, sinon quelques enjolivements de forme. Pour établir l'équilibre et rendre justice à Wangrin, je citerai donc aujourd'hui quelques-uns de ses comportements les plus remarquables. Dans toutes les villes où il exerça en qualité d'interprète, on me répéta la même chose. Jamais un pauvre homme poursuivi devant la justice pour dette ou non-paiement d'impôts, ce qui était fréquent à l'époque,
ne fût jeté en prison pour ce motif si Wangrun en était informé. Il s'arrangeait toujours pour l'aider à s'en sortir, ou bien il influençait l'administrateur pour modifier son jugement, au besoin en le trompant, ce qui ne le gênait en aucune façon. Ou bien il payait de sa poche la somme réclamée à l'administrateur. Il disait qu'un parent éloigné de l'accusé venait de lui faire parvenir la somme en question, et à l'intéressé, il disait que l'administrateur était revenu sur sa position et avait classé l'affaire. Dès son arrivée dans une ville, son premier soin était de se faire remettre la liste des nécessiteux. Les vieilles femmes, les vieillards, ceux qui n'avaient personne pour subvenir à leurs besoins, recevaient de sa part une assistance régulière par le biais d'émissaires discrets qui ne citaient pas son nom. Mais, à la longue, cela finit par se savoir. Il fut le premier et sans doute le seul à faire vivre de subsides régulières tous les mendiants, aveugles et infirmières de la ville où il exerçait et qui étaient à sa dévotion. Certes, cela le servit pour organiser son vaste réseau de renseignements au nez et à la barbe de l'administration coloniale, mais on ne saurait expliquer par cette seule raison la générosité qui, je le répète, était souvent anonyme. Lorsqu'il était à Diagaramba, par exemple, il donnait au père de son épouse tout le nécessaire pour que soient confectionnés chez lui des repas que l'on distribuait gratuitement aux pauvres sans que son nom ne soit cité. Tout le mérite en revenait à son beau-père. Jamais un voyageur n'arrivait dans sa ville sans qu'il lui envoie un cadeau de bienvenue et l'invite à loger chez lui. Et souvent, le jour où l'étranger retournait dans son pays, Wangrun lui allouait un petit pécule pour son voyage de retour. Personne ne sollicita jamais son aide en vain, comme en témoignent les propos qui furent tenus le jour de ses funérailles. Donc voilà à quel point il était généreux. Et il y a encore plusieurs paragraphes où il parle de la générosité de Wangrun et où il dément un peu ce que les gens peuvent penser dans leur tête en lisant le livre. Et il explique mieux le contexte dans lequel certaines choses se sont passées, pour que vous voyez qu'en fait, c'est pas un truand. Et lui, son objectif, c'était juste de prendre aux riches et donner aux pauvres, tout en s'enrichissant aussi. Mais il donnait beaucoup aux pauvres. Maintenant, place aux leçons. La première leçon, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Il ne faut jamais être comme le comte de Villermoz. Qu'importe l'expérience que votre subalterne a, ne faites jamais aveuglément confiance à ce dernier. Surtout pas à cause de la paresse. Le comte de Villermoz passait ses journées à dormir jusqu'à 9 heures, se rendormir jusqu'à 15 heures, se balader à cheval, faire bref. Et derrière, il s'est fait duper par Wangrun comme un enfant. Et ça marque encore, il faut être très prudent. Et surtout, le comte de Villermoz avait donné la possibilité à Wangrun d'avoir les documents signés à l'avance sans même les lire. Il cachetait les documents direct. Et Wangrun n'avait qu'à formaliser un peu les documents, bam, 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 et puis tout était réglé. Donc, c'est facile d'abuser de ce genre de pouvoir laxiste qu'on donne. Et aussi, un autre truc qui m'a marqué, c'est qu'il faut toujours être le plus informé de son secteur d'activité. Si vous écoutez les épisodes que j'ai lus précédemment, il y a un thème qui revient souvent. Les meilleurs sont ceux qui se documentent le plus. Les meilleurs sont ceux qui se documentent le plus. Bill Gates, par exemple, dans sa biographie, tu ne pouvais pas citer une entreprise qui faisait dans l'informatique, dans le développement de logiciels à son époque sans qu'il ne te dise qui était le CEO de l'entreprise et le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'était comme comment dire, il prenait ça comme, il était fier de connaître toutes ces informations et ça lui donnait une longueur d'avance. Et Wangrun, pareil, quand il arrivait dans une ville, il avait son réseau d'informations. Il mettait son réseau en place, toutes les informations passaient par lui. Il devait savoir qui faisait quoi, quand est-ce que c'était fait et comment est-ce que c'était fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il avait une longueur d'avance sur tous ses ennemis. Tous les ennemis que vous allez voir dans le livre, il a toujours eu une grande longueur d'avance sur eux, grâce plutôt à son réseau d'informations et aussi au fait qu'il prenait le temps de toujours
se tenir au courant de tout ce qui se passait. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein, avec les réseaux, avec Twitter, Internet, Reddit, tout ça. Tu regardes ce qui se passe. Et comme par exemple là, c'est l'intelligence artificielle et tout. Si par exemple vous investissez dans la bourse, vous saurez sur quel acteur miser. Et ce genre de truc quoi. Comme j'avais misé sur Nvidia avant qu'il explose. Et il y a d'autres qui avaient misé dessus avant que ça n'explose. Et ils ont fait de gros gains. Et il y a d'autres, par exemple le Bitcoin. Ceux qui ont eu la chance d'entendre, de comprendre ce que c'était le Bitcoin il y a genre 10 ans de cela. Et ils ont réussi à acheter un Bitcoin. Aujourd'hui, ils sont super riches, par exemple. Voilà les avantages de se tenir informé, quoi. Donc, encore merci de m'avoir écouté. Et bonne année 2025 à vous. Allez, rendez-vous dans le prochain épisode. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage, donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.